Bien le bonjour à tous. Du coup, je me présente, Kevin, administrateur système et ingénieur à la BCUL, et mon collègue Dylan, aussi ingénieur et administrateur DevOps. Nous travaillons donc à la Bibliothèque cantonale universitaire de Lausanne, une institution culturelle située à l'état de Vaud, au bord du lac, à Lausanne. Simple. Du coup, la bibliothèque est répartie sur 7 sites installés au travers de tout le canton de Vaud, qui est l'un des plus grands départements de Suisse, pour ceux qui n'ont pas le lien entre les départements et les cantons français et suisses. La bibliothèque compte plus de 225 collaborateurs, allant du bibliothécaire aux bibliothécaires spécialistes, aux administrateurs métiers pour la gestion de l'application métier bibliothécaire, jusqu'à 3 ingénieurs IT pour gérer tout ça. Nous avons également plus de 750 postes qui vont des machines virtuelles, professionnelles ou publiques, destinées à nos lecteurs, et des workstations spécialisées et professionnels, ainsi que des laptops, principalement professionnels. Et voilà. Nous avons également la gestion de plus de 1300 périphériques qui vont des claviers et souris spécifiques, on ne va pas tout inventorier non plus, il ne faut pas exagérer, et qui vont à des imprimantes, des tablettes, et encore d'autres devices très spécifiques au métier bibliothécaire. Tu peux continuer. Dans notre bibliothèque, on a plusieurs open space répartis au travers de nos différents sites, qui sont tous gérés en clean desk, c'est-à-dire que chaque collaborateur n'a pas de place attitrée et donc se déplace d'un poste à l'autre et il a juste son matériel personnel et il utilise le matériel disponible sur place. Ici, vous pouvez voir un petit peu comment sont installées une partie de nos open space dans notre nouvelle bibliothèque qui est en construction et presque terminée, qui actuellement, là, ce que vous voyez, chaque étage, chaque marche fait environ 1,5 hectare, soit 3 fois la base de la Tour Eiffel, il me semble, pour avoir un petit ordre d'idée. À la bibliothèque, nous avons aussi également un turnover extrêmement fréquent, donc des bibliothécaires qui partent, qui viennent, qui changent de métier à l'interne de la bibliothèque, ou alors encore beaucoup de mandataires qui sont engagés pour des missions très spécifiques pour différentes collections. Et aussi à l'interne, nous avons des bibliothécaires à qui sont assignées des missions spécifiques qui auront besoin de matériel informatique spécifique que l'on prête sur des durées déterminées. Et tout ça, bien sûr, est à gérer en multisite avec le déplacement, la livraison du matériel et sa gestion. Ensuite, oui, j'avais oublié de dire au début, mais l'idée, c'était comment automatiser un maximum de tâches dans eTop par rapport à notre parc informatique que nous gérons sur eTop, bien sûr. Du coup, nous avons la gestion de l'inventaire que notre institution exige que l'on fasse physiquement pour vérifier l'emplacement de chaque poste. Du coup, nous avons pensé à automatiser au mieux la notification de chaque matériel en tant qu'inventorié ou pas. La remise en stock également du matériel, qui est très intéressante à automatiser pour éviter un maximum d'erreurs humaines, oublier le changement d'un attribut ou quelque chose arrive très vite
Et après, en fin d'année, c'est assez pénible à corriger si on en trouve pas mal. Il y a aussi la visualisation des caractéristiques d'un device qui est très intéressante lorsqu'on est en train de faire de la maintenance sur place. Avoir d'un coup un matériel, on ne sait pas à qui il est là. Pouvoir vite fait retrouver ces informations est très pratique. Et aussi faciliter le signalement d'une panne du côté utilisateur et puis aussi la normaliser. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'automatiser faciliter à l'utilisateur la création d'un ticket sur notre outil de ticketing. Du coup, nous avons pensé à développer une application à l'interne qui utilise l'API d'ITOP avec les 4 automatisations pour l'instant que j'ai décrites plus tôt, c'est-à-dire le retour en inventaire, vous voyez à droite sur l'image, le retour en stock, excusez-moi, l'inventaire, les informations et le support. Bien sûr, les premiers modules seraient disponibles que pour notre service informatique. Comme je l'ai dit, l'application, on l'a souhaité modulaire, c'est-à-dire plus facile à maintenir, plus facile à gérer et surtout, dans le futur, plus facile d'ajouter des modules au besoin si on détecte de nouvelles automatisations possibles. Et le tout sur un support web qui puisse fonctionner sur n'importe quel device, n'importe quel appareil, en utilisant, comme vous le voyez, la caméra de l'appareil. Et aussi, bien sûr, si l'appareil n'a pas de caméra, on a pensé à la saisie manuelle si jamais l'utilisateur n'a pas envie d'utiliser son portable, par exemple. Nickel. Merci Kevin. Je vais peut-être juste reprendre du coup à ce niveau-là. Donc, notre but, c'était de faire une application de gestion d'inventaire à travers 4 axes principaux. Comme a dit Kevin, on a donc l'axe pour identifier le matériel. C'était comment on peut identifier un ordinateur qui se trouve sur une table, par exemple. On peut faire avec le numéro de série, on peut faire plein d'éléments. On a choisi de partir sur un QR code parce qu'on le colle sur l'appareil, c'est facilement identifiable. Ça nous permet de faire différentes automatisations. Ensuite, le point central, justement, c'est, comme l'a dit Kevin, une application web. Donc, c'est l'image que vous voyez ici, une application web accessible surtout sur téléphone pour aussi faciliter la récupération d'informations sur place. Excuse-moi, j'en profite juste pour ajouter un petit détail que j'ai oublié, c'est que nous avons surtout choisi le QR code parce qu'on n'est pas limité par un ITSM ou autre pour la durée, vu que ce sera des étiquettes qui seront collées sur les appareils. On n'a pas envie de devoir aller recoller tous les 5-10 ans. Du coup, on a pensé à un tuple avec des attributs qui sont vraiment propres à chaque device pour pouvoir évoluer dans le temps et ne jamais avoir de soucis au cas où si ITOP, par exemple, change quelque chose au niveau de son API. Effectivement. Donc, une fois qu'on a ce QR code qu'on peut scanner, qu'on a une application web pour le scanner, la question après, c'était la communication. C'est-à-dire comment on allait faire le lien entre l'application web et notre source de vérité qui est donc ITOP à ce niveau-là. Pour ça, on utilise donc l'API d'ITOP, mais aussi une passerelle API, on va dire, intermédiaire entre l'application web et l'API d'ITOP. Donc ça, c'est les 4 éléments principaux. Je vais revenir dessus après sur la passerelle. Ici, vous voyez un exemple simple du module d'information. Donc là, ça va être, on va scanner le QR code d'un ordinateur. Il va aller récupérer des informations dont ITOP et il va nous les afficher sur notre smartphone. Donc on a des informations assez basiques qu'on a sur un objet PC. Vous avez le contact, vous avez la description, le lieu, le modèle, etc. Donc ça, c'est une des fonctionnalités qu'on a. Pour que ça soit un petit peu plus parlant, je vais vous montrer une petite vidéo à ce niveau-là. Voilà, donc là, vous voyez l'écran de login de cette application web.
Donc, on se connecte via notre compte LDAP. On a fait une connexion avec notre LDAP pour faciliter l'accès. Donc, simplement, on va déjà se connecter à l'application, on rentre nos crédentials, on appuie, on arrive sur cette page principale. On a donc ici le scan et on a plusieurs fonctionnalités. Comme l'a dit Kevin, on va avoir la fonctionnalité de retour, d'inventaire, d'information et de support. Chacune de ces fonctionnalités est un composant distinct qu'on peut enlever ou mettre à volonté. C'est ce qui nous permet aussi d'ajouter des composants en plus selon nos use cases. On va faire un exemple de base, donc l'exemple que je vous ai montré avant avec l'information. On va aller sur le module d'information et là, on va venir scanner notre laptop, donc le QR code. On va le scanner simplement, tac, il le reconnaît, et il va nous afficher en dessous les informations donc, qui sont sur notre source de vérité, qui sont sur eTop. Donc là, c'est les informations que vous avez vues juste avant. Ça, c'est l'exemple de base. On va avoir après un autre composant qui va être le composant d'inventaire, où là, on va venir et on va dire « j'ai vu cet objet, à la fin de l'année, il est inventorié ». On va simplement venir scanner le QR code, on a un petit message, et ça, je vais juste vous montrer le résultat. Voilà, donc là, on a dans eTop ce PC, on voit qu'on a un champ inventaire qui était non vu. On n'était pas encore passé en fin d'année pour voir ce matériel-là. Une fois qu'on a fait notre petit scan avec notre application, il est simplement passé en vue. Alors, comme ça peut paraître quelque chose d'un petit peu tout con. C'est juste on a changé un attribut. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a justement plus de 2000 devices à gérer et qu'on doit passer physiquement pour vérifier chacun qu'il est bien là où il doit être, d'habitude, on sortait des feuilles Excel, on faisait des coches, des choses comme ça. Avec quelque chose comme ça, on a un gain de temps qui est vraiment substantiel. Donc des petits éléments comme ça va nous faire gagner énormément de temps. Si j'ose, par exemple, bien sûr, on ne va pas faire tous nos devices d'un coup. Mais plutôt par secteur. Et une fois qu'on a le secteur, on les valide. Et on peut plus facilement les trier dans notre base de données, dans eTop. Voilà, donc maintenant, on va passer à la dernière fonctionnalité qu'on va vous montrer, qui est la fonctionnalité de support. Donc cette fonctionnalité, en fait, elle va permettre à un utilisateur de signaler un appareil manquant ou un défaut sur un appareil qui se trouve sur un poste de travail. Comme l'a dit Kevin avant, en fait, on est maintenant en mode clean desk, ça veut dire qu'on n'a plus un bureau et on n'a plus un matériel qui est attitré à un collaborateur. Chaque employé peut se mettre sur un bureau, il aura un écran, un clavier. Ce qu'il fallait faire à ce niveau-là, c'était comment identifier facilement où se trouve la panne. Un utilisateur nous dit j'ai un problème avec mon écran. C'est bon? Oui. Parfait. Donc un utilisateur nous dit voilà, j'ai un problème sur mon écran. La question pour nous, c'était cet écran, il se situe où? Dans quel bâtiment? Sur quel site? Sur quel bureau? Pour ça, en fait, on a déployé, on va dire, deux choses. On a déjà inventorié toutes nos tables dans iTop. Donc, on a créé, en fait, un objet mobilier, une classe, mobilier, où dedans, on a un objet table. Et en fait, chaque table va être référencée dans iTop. Et ce qu'on a fait après, c'est qu'on a associé des objets tables à nos objets IT. Donc, une table est associée à un ordinateur, est associée à un écran, à un clavier, une souris, tout périphérique. En fait, ça nous permet du coup très rapidement de savoir en scannant une table, en fait, quels objets sont sur cette table. C'est ce que je vais vous montrer ici. Ça, c'est un QR code d'une table, par exemple. En le scannant, on voit en dessous différentes informations. Donc, on voit tout d'abord qu'on a donc l'identification de la table, tout en haut. On voit le lieu. Il se trouve à l'Unitech, qui est un de nos sites, en fait, physiques. Et ensuite, on va voir une liste des appareils qui est associé à cette table. Donc là, on sait rapidement, en scannant la table, qu'on devrait avoir un ordinateur, un clavier, un écran et une souris. Et on a également leur numéro unique dans eTop. Maintenant, une fois qu'on a scanné ça, le but là, c'est d'offrir aux utilisateurs la possibilité justement de signaler une panne, par exemple, ou un appareil manquant. Donc ça va se faire grâce aux deux boutons que vous voyez en haut. Alors si par exemple, la personne se connecte et il y a quelque chose qui manque, on va pouvoir cliquer sur ce bouton. Et là, en fait, on va pouvoir sélectionner quel appareil sur cette table est manquant. Il suffit de le sélectionner et puis de cliquer sur envoyer. Si au contraire, on veut signaler une panne, à ce moment-là, on va cliquer sur le bouton, à nouveau sélectionner
un des appareils qui se trouve sur cette table et on va avoir une liste de problèmes. Cette liste, c'est nous qui l'avons définie. On peut bien sûr la populer à volonté. Voilà, on va avoir des problèmes simples comme l'ordinateur est en surchauffe, il y a un bruit de ventilateur anormal, le Wi-Fi n'est pas détecté, etc. On va avoir ça pour d'autres objets. Si par exemple on va prendre l'exemple de la souris, on va avoir d'autres problèmes comme le clic inactif, un déplacement irrégulier, etc. Ces pannes, en fait, elles sont dans un fichier JSON qu'on va pouvoir populer à volonté. Et ça permet à l'utilisateur du coup de signaler une panne très rapidement et surtout de manière autonome. Une fois qu'il a sélectionné ce qu'il voulait, il n'a qu'à cliquer sur envoyer. Voilà, un petit message en bas qui nous dit que c'est envoyé avec succès. Et là, on va avoir un ticket qui est dans notre outil ticketing automatiquement avec l'identifiant unique de l'appareil et le problème qui en résulte. Donc ça, c'est quelque chose qui permet vraiment d'améliorer, on va dire, la vitesse d'intervention s'il y a un problème. Et surtout aussi, qui va nous aider à normaliser, comme je disais, les tickets. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu des utilisateurs qui vous envoient des tickets en disant « ça ne marche pas ». Non, ça nous évite ce genre d'écueil. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai montré la petite démonstration, un petit schéma simple de l'architecture de cette application. Donc, l'architecture, elle est faite en 4 composants. Vous avez tout à gauche le QR code qui est collé sur un appareil physique. Vous avez au milieu le point central, l'application web. L'application web, alors rapidement, elle utilise React comme framework en front-end. Elle a un serveur Express.js pour le back-end, pour gérer tout ce qui est les routes, les calls, etc. Cette application web, elle est hébergée sur un container, sur notre cluster Kubernetes. Ensuite, l'application, elle va communiquer avec notre passerelle API, qui est une passerelle API en fait, qui utilise Flask, qui est un petit framework Python. Lui aussi hébergé sur du Kubernetes. Et ensuite, c'est Flask qui va communiquer avec notre source de vérité, avec notre ETOP. ETOP qui est hébergé sur du VMware, donc sur une VM. La question qu'on pourrait se dire, c'est bien beau, mais pourquoi mettre une passerelle API au milieu? Ça rajoute de la complexité, ça rajoute de la communication. Si on a fait ça, c'est principalement pour 3 raisons majeures. La première, en fait, c'est de rendre notre application web indépendante de l'API d'ETOP. Imaginez aujourd'hui, on construit notre application web, on fait l'écho à l'API, tout fonctionne bien. Demain, sur ETOP, toute l'API change. On enlève des fonctions, on en rajoute, on modifie la syntaxe. À ce moment-là, on se retrouve bloqué et on doit faire toutes nos modifications dans l'application web. Avec une passerelle API intermédiaire, les modifications se feront uniquement à ce niveau-là. Notre application web restera pareille. Le deuxième point, ça va être l'allègement du traitement dans l'application web. À nouveau, ETOP, l'API d'ETOP nous retourne des données JSON. On va devoir faire du parsing, on va devoir faire du formatage pour avoir les données qui nous intéressent. À ce niveau-là aussi, c'est dans Flask qu'on va faire ce traitement-là. Ça va nous permettre de retourner seulement les données qu'on veut finales et qu'on veut afficher dans l'application web. Donc l'application web, au final, reçoit juste ce qu'il faut, l'affiche, mais elle ne va pas faire de traitement lourd derrière. Ça, c'était aussi un gain à ce niveau-là. Et le troisième, ça va être tout l'aspect évolutif, l'aspect de scalabilité. En fait, c'est qu'actuellement, on a 4 composants. Imaginons si on voulait en rajouter quelque chose qui n'a rien à voir avec ETOP. On aimerait faire des calls API vers un autre système, un autre service, vers un annuaire LDAP, un annuaire AD, et qu'on voudrait aussi faire converger tout ça dans notre application web, on pourrait tout faire passer par le point central qui est la passerelle API. Et à nouveau, ça nous permet de réduire les modifications dans l'application web. Donc pour toutes ces raisons, en fait, la passerelle API s'imposait un petit peu. C'est ce qu'on voulait mettre en place. Et ce qu'on a mis en place, parce qu'avec le déploiement de cette application, on a eu des gains significatifs. Le premier, c'était un gain de temps, et pas des moindres. On a réduit à peu près de 2/3 le temps utilisé pour réaliser l'inventaire, donc l'inventaire de tout le parc en fin d'année. Faut savoir qu'avant, ça nous prenait à peu près 2 semaines. On est passé maintenant à 3 jours. C'est quand même quelque chose d'assez significatif. La deuxième chose, c'est la réduction des erreurs.
Avant, tous ces changements, la remise en stock, le changement de l'attribut d'inventaire, s'était fait manuellement. Donc il y avait le facteur humain, l'erreur humaine qui était possible. Maintenant qu'on a automatisé ça, on peut réduire, en tout cas pas enlever forcément, mais bien réduire drastiquement ce facteur-là. Un troisième élément, c'est l'accès rapide sur le terrain. Vous avez un ordinateur avec un QR code, vous avez un téléphone, un réseau, vous pouvez avoir en tout temps les informations de l'appareil où que vous soyez. Pas besoin de se connecter à eTop, pas besoin d'aller chercher les informations. Et enfin, la dernière chose, pas des moindres, c'est une assistance utilisateur améliorée. Ça, c'est avec ce composant de support qui va permettre à l'utilisateur de manière autonome de signaler une panne, de signaler un appareil manquant. Et nous, ça va nous permettre d'une part d'identifier plus facilement quelle est la panne, quelle est la cause, et d'une autre part, du coup, de faire une intervention plus rapide parce qu'on va pouvoir localiser précisément où se situe le problème. Merci de votre attention. Voilà ce qu'on vous a présenté. On est maintenant disponible. Bonjour, bravo pour ce que vous avez mis en place. J'avais juste peut-être une précision. Vous parlez de votre outil de ticketing. Est-ce que c'est eTop, votre outil de ticketing? Alors non, effectivement, notre outil de ticketing, c'est un autre outil qui s'appelle Autobo. On n'a pas encore passé à l'outil de ticketing dont eTop. Ah oui, parce que pour le coup, vous perdez finalement l'historique de ce que vous avez fait sur vos CI. Oui, une petite chose aussi, c'est que par rapport au contexte de la bibliothèque, nous travaillons conjointement également avec l'Université de Lausanne, qui, eux, hébergent pas mal de services qu'on peut utiliser moyennant une collaboration. D'accord. Et du coup, c'est pour ça qu'on on profite. Exactement. Ouais. Vu comme j'ai dit, on est une petite équipe, on fait avec ce qu'on a. Et puis eTop a été pour nous le meilleur outil déjà pour gérer l'inventaire et peut-être plus tard ramener des services au fur et à mesure dans l'outil. Ok, merci. Merci. Vous savez qu'on sait faire du ticketing dans eTop. Hein. Non mais c'était ma question parce que je ne vois pas la relation avec ni le helpdesk ni la CMDB. Donc j'allais vous poser la question, pourquoi eTop? Parce qu'il y a des outils qui servent gérer des assets techniques depuis des années, il y en a plein. Là, pour le coup, le catalogue est beaucoup plus ouvert que pour une CMDB. Pourquoi eTop? Alors, pourquoi eTop? C'est très simple. Premièrement, c'était un outil qui permet une entrée gratuite sur leur utilisation. Et nous n'avions aucun système nous permettant avant de gérer notre inventaire. Savoir à qui un appareil est attribué, etc. Tout se faisait sur des feuilles Excel, c'était une horreur. Et tout simplement, on a fait quelques recherches pour voir, effectivement, il y en a plein. Et c'est l'entrée en place, la mise en place d'eTop, en tout cas l'entrée en matière gratuite, open source qui nous a intéressés. Et à force aussi, c'est aussi le fait qu'il force l'utilisation des normes ITIL qui nous a beaucoup intéressés. Et du coup, après, de fil en aiguille, on est passé sur le professionnel et on utilise maintenant le designer pour développer quelques petites optimisations que vous avez pu voir aujourd'hui. Alors, j'ai une question concernant l'outil qui permet de flasher. C'est un téléphone portable personnel, entreprise? Oui, c'est un téléphone portable entreprise. Après, techniquement, n'importe quel device qui a une caméra peut le faire. Donc, si la personne a son portable et puis qu'elle peut utiliser sa webcam, il n'y a pas de souci. Donc, l'application, elle permet de communiquer avec un téléphone qui est en dehors du réseau vers une infrastructure interne? Comment on fait la relation entre un téléphone perso qui n'a pas de VPN et qui va venir se connecter sur votre système? Effectivement, je voulais apporter une petite précision là-dessus. Il faut déjà avoir, bien sûr, un compte AD. Ça, c'est la première chose pour pouvoir se connecter à l'application. Et la deuxième chose, c'est la périphérie en fait, d'accès. Cette application, elle est hébergée donc, sur du Kubernetes, qui est pour le moment sur du réseau interne. Donc, soit on est dans du réseau interne, on est sur du Wi-Fi d'un de nos sites, etc. Soit, si on est à l'extérieur, on passe par du VPN. Et là, pour aller dans notre réseau interne. Mais l'application n'est pas ouverte sur le WAN, effectivement. Elle est que dans notre réseau entreprise.
J'ai une petite boutade, parce que je vois que vous êtes bibliothécaire. Et est-ce que vous n'avez pas pensé à gérer les livres aussi de la même manière? Alors, nous ne sommes pas bibliothécaires, attention. Nous sommes des ingénieurs en informatique qui travaillons pour une bibliothèque. Justement, j'en ai parlé un petit peu dans ma présentation, mais tout l'outil bibliothécaire est géré par une autre équipe qui, eux, sont bibliothécaires et gèrent, c'est un outil qui se nomme Alma, si je me rappelle bien. Et eux, c'est toute une base de données qui est externalisée, qui tourne en web aussi, qui gère tout le système de prêt, de retour, de réservation des livres, etc. Et le remplacement également. C'est deux systèmes totalement différents. Ouais, alors ça peut être une idée, mais il va falloir du travail. Mais avec plaisir plus tard. Au-delà des livres, il y a quand même d'autres éléments à inventorier dans un établissement. D'accord ? Ah oui. Donc là aussi, j'ai pas vu ou j'ai pas compris, mais le numéro d'inventaire, puisque c'est l'identifiant qui va rester, votre application le génère ou votre application le récupère ? L'application le récupère uniquement. Voilà, donc vous avez aussi déjà en parallèle un outil de gestion d'inventaire comptable, sans doute, à interfacer. Non, celui-là, c'est eTop, notre outil. On gère tout notre inventaire sur eTop directement. Qui gère le numéro ? Je reviens à ma première question. Qui génère le numéro d'inventaire ? Alors, c'est... Oui, c'est ça. C'est l'œuf ou la poule ? Ouais. C'est exactement ça. Qui génère le numéro d'inventaire ? Oui. Alors, pour faire simple, c'est nous, selon une norme de nomenclature la plus unique possible. Oui. C'est-à-dire qu'on a des préfixes par type d'inventaire pour pouvoir déjà reconnaître dans le numéro d'inventaire quel type d'appareil il s'agit. Ça, c'est juste pour nous, pour avoir gagné un petit peu de temps suivant ce qu'on fait. Et ensuite, en règle générale, on a l'Université de Lausanne, qui eux ont un système de numéro d'inventaire continu, donc, mais uniquement pour certains devices qu'on achète au travers de leur plateforme. Et pour le reste, en règle générale, on utilise justement les derniers caractères des numéros de série. On ne devrait pas avoir de problème de doublon. Mais justement, c'est pourquoi dans le QR code, on utilise un tuple d'attributs pour être sûr que le QR code est unique. En fait. Et toute dernière question, puisque vous êtes un ingénieur informaticien, votre propre infra, vous l'avez inventorié de la même manière ou pas ? Oui. Okay. De rien. Je vais rester sur votre gestion d'inventaire. Petite question, quand vous topez, alors je sais que on est en Suisse, donc beaucoup plus rigoureux qu'en France, mais comment vous identifiez ou quel est le système qui identifie le fait que vous avez topé votre matériel, votre terminal, etc., et qu'il est au bon endroit ? Alors, au niveau de l'inventaire, en fait, cette vérification, on doit la faire manuellement. C'est bien ça qui nous prenait du temps. Là, on ne vous l'a pas présenté parce que c'était encore un stade de POC. Le but, c'est justement de faire tout l'inventaire. Donc, on arrive, tac, tac, on scanne. Après, on a en fait dans eTop des listes où on a tous les appareils qui étaient non vus, après les appareils qui sont vus. Donc, on sait qu'on est passé de non vu à vu, c'est-à-dire que normalement, on est passé pour les voir. Là, on fait une vérification rapide, on va dire manuelle. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur le bon site ? Est-ce que tout ça, c'est juste ? Et si là, on est bon, après, on passe l'état vu, on valide. Et en fait, c'est ça qui fait cette validation manuelle qu'on doit de toute façon faire, qu'on utilise eTop, un Excel ou un robot. On devra le faire de toute façon de contrôler. D'accord. Donc, vous n'avez pas, parce que c'était assez intéressant, là, votre notion de table auquel vous associez différents matériels. Donc, vous n'avez pas associé le fait que tel matériel avec son fameux QR code est associé à tel bureau ou telle table dans tel site. Alors, oui, on l'a fait, on y a pensé. Le seul problème, c'est qu'on a aussi des bibliothécaires qui adorent jouer aux chaises musicales
ce qui rend la chose un peu plus compliquée. D'où le contrôle physique qu'on doit faire une fois par année. Parce que d'un coup, ça m'est déjà arrivé personnellement. J'arrive dans un bureau en me disant ça va être vite fait. Et je me suis rendu compte que tout le monde s'était déplacé sans prévenir. Il y avait des choses qui... Enfin, tout avait bougé. Super. Mais voilà. De rien. Du coup, je vais continuer ce qu'a dit Laurent. Et quand ça a bougé, est-ce que dans l'appli, vous avez moyen de dire, bah voilà, ce device, je viens de le scanner, finalement, il est sur telle table, et c'est assez logique qu'il soit sur telle table. Finalement, dans l'appli, je dis, je modifie sa nouvelle position, c'est ça. Alors ça, c'est quelque chose qu'actuellement on va faire dans Hitop même. C'est quelque chose qu'on est en train de regarder justement. Je parlais de composants, ça serait de rajouter cette brique-là aussi, de pouvoir vérifier que l'appareil est sur le même site que la table. Et si ce n'est pas le cas, de pouvoir faire une correction automatique sur l'application. C'est quelque chose sur laquelle on est en train de travailler. C'est une des briques qu'on va rajouter petit à petit dans l'application web, justement. Bonsoir. Et comment vous faites au niveau des équipements qui ne sont pas sur les tables, comme les téléphones mobiles, par exemple? Au niveau de la localisation, surtout. Alors, les téléphones mobiles, ça, on n'en a pas forcément des d'entre eux. Si. Les téléphones mobiles sont littéralement attribués aux personnes. Donc, au moment de faire l'inventaire, pour ce genre de matériel, typiquement les portables, les téléphones mobiles, c'est pas des choses qu'on veut qui se baladent un peu partout. Ils sont attribués aux gens et c'est ces gens qui en sont responsables. Donc, si on fait notre inventaire, on va vérifier, tiens, ça, c'est tout ce qui appartient à cette personne. On va voir directement la personne et on fait l'inventaire à ce moment-là avec cette personne. Ça demande pas mal d'organisation, mais bon. Après, c'est peut-être possible aussi de rajouter plus tard un module qui permet aux gens de faire eux-mêmes l'inventaire qu'ils ont à leur disposition. Mais à voir plus tard. Et est-ce qu'on pourrait leur faire confiance ? À voir. J'ajouterais juste une chose, c'est que la liaison appareil sur les tables, c'est qu'une partie de l'infrastructure. On a pas mal d'appareils aussi qui vont pas être sur des tables, qui vont être des grands écrans de présentation, des bornes pour prêter des livres, des choses comme ça qui, elles, vont être à un endroit fixe sur un site. Donc on a vraiment les deux parties distinctes. On a ce qui est sur les tables, ce qui est sur le mobilier, et ce qui est dans les sites, simplement. Bonsoir, j'ai une petite question. Vous parliez, chaque année, vous faisiez un inventaire avec un fichier Excel qui vous demandait certes beaucoup de temps. Je pense qu'il y avait un taux d'erreur qui était assez volumineux, à mon avis. Je voulais savoir justement si vous l'aviez mesuré et c'était quoi l'avantage de fait d'avoir automatisé ce processus. Alors le fichier d'inventaire Excel, en fait, on le sortait d'Hitop, justement. On faisait un export. Ou voilà, on faisait une requête OQL, on sortait les champs qu'on voulait, on filtrait, on faisait un export. Après, au niveau des taux d'erreur, alors heureusement, précision suisse oblige, on n'a pas eu trop d'erreurs, je dirais. Ah non, mais blague à part, c'est vrai qu'on avait assez peu d'erreurs et je pense que disons qu'on en a généralement 1 à 2 par année. Et là, avec cette application, on reste à 1 à 2 par année. Ce qu'on a beaucoup réduit, je dirais, c'est le besoin de suivi tout au long de l'année, où d'habitude, en fait, on se rendait compte aussi durant l'année d'erreurs, parce qu'on allait dépanner quelque chose, on allait installer quelque chose. Et là, en fait, on se rendait compte, tiens, cet appareil, il n'est pas censé être là. Et ça, c'est vrai que ce suivi, ça nous permet déjà de corriger une bonne partie des erreurs. Et ça, on a moins besoin de le faire actuellement, en fait. Donc, c'est ça qu'on a pu réduire à ce niveau. Après, bien sûr, lui n'était pas là à l'époque où on faisait tout encore sur Excel. Là, en tout cas, on est passé après sur Hitop pour gérer l'inventaire. Déjà là, ça a réduit grandement le nombre d'erreurs et de trucs bizarres. Mais en plus, effectivement, l'application va déjà... C'est surtout le gain de temps qui nous intéresse et potentiellement, effectivement, moins d'erreurs lors de l'inventaire. Mais pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour avoir des métriques. On a eu pas mal de questions. J'en ai une dernière. Moi, c'est vous-même qui faites l'inventaire. Oui. Ben oui. C'est pas mal. Non, mais nous, en France, on enverrait quelqu'un. Alors, de temps en temps, maintenant, on a des apprentis. Du coup, c'est eux qui le font. Il y a des apprentis en Suisse. Attention, c'est pas les mêmes qu'en France, hein, les apprentis. Exactement. Et du coup, nos apprentis, et en général, on utilise cette tâche comme
tâche de départ pour apprendre à faire à la rigueur, au travail, etc. Notre apprenti de 3e année va le faire pour la 3e fois cette année. Voilà. Et on a eu essayé aussi d'engager un auxiliaire pour cette tâche, qu'on regrette encore. Je pense qu'il avait un petit peu de peine à lire les numéros de série. Du coup, voilà. Il y a encore une question on a un peu de temps, donc je profite de toutes les questions qu'on peut poser. J'aimerais juste savoir si vous avez donné le nom de l'application et si vous comptez le rendre public ou pas. Alors pour l'instant, je crois pas qu'elle ait de nom. Alors elle a le doux petit nom de Web App ITSM. On a beaucoup brainstormé pour ça, mais non. C'est vrai qu'on n'a pas de nom spécifique et pour le moment, on n'a pas forcément prévu de la rendre open source. À voir si on atteint quelque chose de beaucoup peut-être plus stable. On réfléchira peut-être à ça. Il y aura la question aussi des contraintes légales. Tenez qu'on est un organisme étatique. Voilà, il y a des données et tout qu'on peut pas non plus trop mettre en open source. On est un petit peu lié à ce niveau. Donc on peut remercier Kevin Pradervant et Dylan Canton.